merci d'être venus nombreux ce matin à l'Hôtel des Arts et Métiers pour assister à la table ronde sur le thème « Entreprendre dans les technologies de l'information au Liban à partir de la France ». Autour d'intervenants d'une grande qualité et dont le Liban et la France sont tous fiers, M. Salim Eddé, Bchar Raad, ainsi que le modérateur Maître Michel Ferrand. Je les remercie vivement tous les trois pour le temps précieux qu'ils ont bien voulu nous accorder, comme je remercie toute l'équipe qui a organisé cette manifestation et à sa tête notre secrétaire général et vice-président, deuxième vice-président, M. Farid Araktanji, qui se déploie avec beaucoup de dynamisme et de dévouement afin de permettre à la Chambre de commerce franco-libanaise de mieux se développer et d'apporter le meilleur possible à sa mission, notamment l'approche de son 70e anniversaire que nous fêterons bientôt en 2020. À lui, je laisse la parole en vous souhaitant une très bonne matinée. Merci, Président. Mesdames et Messieurs, nous sommes dans le cadre des petits déjeuners de la CCFL, de la Chambre de commerce franco-libanaise. 137 personnes ont confirmé leur présence. Évidemment, si vous vous regardez, nous ne sommes pas 137, ce qui prouve que la discipline est encore un sujet sur lequel on peut progresser, tant en France qu'au Liban d'ailleurs. Il n'y a pas de raison de se flageller davantage quand on est plus libanais que français. De toute façon, ici, la plupart d'entre nous sommes les deux et aimons les deux. Donc, j'ai dit que c'est dans le cadre des petits déjeuners de la Chambre de commerce. Ça fait partie effectivement de ce que nous allons faire de façon régulière, c'est-à-dire nous allons instaurer des rendez-vous avec vous ou avec d'autres qui seront réguliers. Idéalement, on va tendre à ce qu'ils deviennent mensuels, donc il nous faudra probablement un petit peu d'énergie avant d'y arriver, mais c'est bien ça dans lequel nous allons nous inscrire, sur des thèmes qui touchent peu ou prou à la coopération économique entre la France et le Liban. Celui-ci, en tout cas, est complètement centré autour de ce thème-là. Je ne présente pas Salim et Bchara, puisque ce sera le rôle du modérateur. Je dis quand même deux mots sur le modérateur, en revanche. Donc, Maître Michel Ferrand. Alors là, plus franco-libanais que ça, ce n'est pas possible, puisque Michel est issu à la fois d'un père français et d'une mère libanaise. Ça ne lui a pas suffi, il a épousé une femme libanaise. Il a passé plusieurs années à Jamour. Parmi vous, il y a quelques Jamouriens, puisque l'invitation a été faite par nous, mais elle a été relayée en particulier par l'Association des anciens de Jamour en France et en Europe. Et par conséquent, il est là et il a cette double loyauté qui est formidable et qui nous permet d'acquérir un supplément d'intelligence et un supplément d'âme. Voilà, Maître, c'est à toi. Je voulais juste rajouter un petit mot. Dans le cadre de tout ce que nous essayons de faire pour un petit peu nous rajeunir et nous moderniser, nous allons refaire un nouveau site web. Alors, ce n'est pas pour vous l'annoncer, c'est juste pour savoir si parmi vous, il y a des gens que ça intéresse de le faire, parce que nous allons lancer un appel d'offres. Donc, vous me verrez après, vous me passerez votre carte, vous direz « Je rêve d'être consulté pour faire le nouveau site web ». Ce sera payant, bien entendu. Hein, je n'en ai pas du tout en train de vous demander la charité. On fera ça proprement. Mais voilà, donc si jamais il y a des vocations, qu'elles n'hésitent pas à se manifester auprès de moi à la fin de cette conférence. Bien entendu, vous le savez, cette conférence est un lever de rideau à l'Assemblée générale de la Chambre de commerce franco-libanaise. Donc je suppose que parmi vous, il y a des gens qui n'ont pas encore percuté que ce serait intéressant de faire partie du club, c'est-à-dire d'adhérer. Donc si aussi vous pouvez imaginer, sinon aujourd'hui, du moins la prochaine fois, ce serait super sympa, effectivement. Maître, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, cher Farid. Lorsque vous m'avez demandé d'être modérateur de cette conférence, j'ai eu un moment d'incompréhension parce que demander à un avocat de modérer, c'est une idée curieuse, mais bon, soit, essayons. Je voudrais tout de suite demander à nos intervenants de se présenter eux-mêmes.
de façon à ce que vous sachiez un peu mieux qui ils sont, et je vais leur demander de se présenter sans pour autant déflorer le sujet, c'est-à-dire de ne pas trop s'attarder sur leur réalisation actuelle, les entreprises qu'ils ont menées au succès, parce que ça va être le cœur du sujet un peu plus tard. On commence par Salim. Bonjour, donc, Salim Eddé, né le 27 janvier 59, donc 60 ans bien sonnés, avec quelques camarades de classe ici d'ailleurs, qui ont donc mathématiquement le même âge, donc ne rigolez pas. Jusqu'en première à Jamour, au Liban, ensuite au lycée Louis-le-Grand en France, puis à l'école polytechnique. Ensuite, à MIT aux États-Unis pour un diplôme de génie chimique. J'ai travaillé 2 ans dans une raffinerie qui est en France, entre Nantes et Saint-Nazaire. Ensuite, j'ai repris des études, comme c'était toujours la guerre au Liban. J'ai repris des études, une succession d'accidents. J'ai atterri à l'Université de Chicago, où j'ai fait un MBA. J'ai ensuite travaillé 1 an et demi dans une société de conseil en Arabie qui s'appelle Booz Allen Hamilton. Elle a dû changer 10 fois de nom depuis. Pour ceux d'entre vous qui connaissent l'informatique, je me suis mis une variable statique dans la tête pour que je me rappelle, après ma mort, si je fais la bêtise de me réincarner, de ne pas faire ce métier-là. Donc j'ai vite changé au bout d'1 an et demi parce qu'ils ont fermé leur bureau en Arabie. Et par accident, j'ai fondé avec des associés la société Murex en 1986 à Paris. Si je devais vous dire que, comme Jeanne d'Arc, j'avais eu un songe me disant « Salim, tu vas faire ceci, tu vas faire cela », je serais un gros menteur, donc au risque de vous décevoir. C'est une succession d'accidents qui font qu'on a démarré la société Murex, d'abord dans le génie chimique, et ensuite, on a changé complètement 1 an plus tard, parce que les marchés financiers commençaient à se développer énormément ici en France, sous l'impulsion de Allah yarhamou, Pierre Bérégovoy, qui était un honnête homme, mais qui s'est suicidé en 1993. Et grâce à ça, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un très gros besoin pour des logiciels qui étaient finalement assez simples dans le monde du génie, qui existait déjà dans le monde du génie chimique et autres. Et donc, on n'a fait qu'appliquer un peu ce qu'on avait vu dans le monde de l'usine, au monde de la banque, et c'est comme ça que la société a vraiment démarré. Le bureau de Beyrouth a commencé en 1996 par un pur accident, mais je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Voilà, donc en 2 mots. Merci Célim. À l'énoncé de la liste des diplômes et des réalisations, vous comprenez que j'étais inapte à faire ça, et c'est pour ça que je suis avocat. Pour la même raison, je passe la parole à Bchar Arad. Merci Michel et bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Bchar Arad. Alors oui, pour les diplômes et les trucs, tu vas faire x2, puisque donc Célim est mon aîné d'1 an. Voilà. Et donc on se connaît depuis un certain temps maintenant. Voilà. Et donc moi je suis arrivé en France en 77 après le bac que j'ai passé à Beyrouth. Et là, j'ai fait des études d'ingénieur, donc Polytechnique, les mines de Paris, donc 1 an après Salim à Polytechnique. Et puis derrière, je suis rentré dans le métier du conseil, parce que en sortant des mines, j'ai fait des stages dans les mines, j'adorais les mines, et j'adorais ce qui se passait dans ce monde, mais je me suis rendu compte en faisant mes stages que dans 10 ans, toutes les mines en France allaient fermer. Donc je suis parti en courant, puisque pas d'avenir dans ce métier. Et j'ai découvert l'informatique à ce moment-là. C'était nouveau et il fallait quelque chose de nouveau. Donc je suis rentré là-dedans sans préjugés. Donc j'ai démarré pendant 4 ans dans une société de conseil. Et puis derrière, j'ai créé ma première société avec un copain qui était... on a démarré à 2 dans le conseil et le service en système d'information. Alors là, enfin, c'est une continuité. Alors tu parles d'accidents, moi je dirais des opportunités. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas au départ à se dire voilà, on va faire ci, ça et ça. Quand on est au début, on est jeune, on se dit voilà, tentons l'aventure, surtout avec un ADN, je dirais, libanais où l'esprit d'entreprise, etc., est quand même assez répandu.
Et donc, tentons l'aventure, et puis voilà, et de fil en aiguille, avec beaucoup de travail, ça s'est développé. Donc la première entreprise s'appelait Valoris. On l'a revendue à une grosse entreprise de conseil et de services française qui s'appelle Sopra, qui est une des plus grosses en France aujourd'hui, en 2004. Et puis après quelques années de transition, comme on dit, j'ai redémarré une nouvelle société, EI Technologies, mais là aussi, je vais en reparler. Alors, peut-être en 2 mots, EI Technologies, ce qu'on fait. L'idée au départ, c'était en 2007. 2007, si vous vous souvenez, c'est l'arrivée de l'iPhone, c'est les réseaux sociaux qui commencent à être utilisés de manière beaucoup plus large. Au départ, à titre privé, hein, donc ça a changé complètement la manière dont les personnes interagissaient, au départ beaucoup les jeunes, mais interagissaient à titre privé, communiquaient. Et je me suis dit en 2007, voilà, à un moment tout ça, ça va rentrer dans les entreprises. Donc j'ai créé EI Technologies dans ce but-là. C'est aider les clients, aider nos clients à s'adapter à ce qu'on appelle maintenant la révolution digitale. On n'utilisait pas tous ces termes au départ, mais on a démarré là-dedans. Donc voilà un peu pour l'histoire. Mais Michel, je pense que tu vas nous orienter vers pourquoi nous avons fait du travail au Liban et qu'est-ce qui fait que c'est intéressant. Donc je te repasse peut-être la parole. Merci. Nous nous sommes vus une fois pour préparer ensemble le sujet de la conférence et j'ai commencé par dire, après la fin de la guerre du Liban, et immédiatement on s'est entretués parce que il y a ceux qui ont dit alors à partir de 91, il y a ceux qui ont dit à partir de 94, il y a ceux qui ont dit après 2006, et il y a ceux qui ont dit est-ce qu'elle est terminée. Bon, mais bref. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que le constat, le point de départ que je voulais donner, c'était de dire le pays a été ruiné par la guerre l'a appauvri, l'appauvrissement a augmenté la corruption qui existait, mais enfin qui a pris des proportions beaucoup plus importantes. Et la corruption porte souvent sur quelque chose qu'il est facile d'appréhender. Autrement dit, si vous avez une boutique, si vous avez un supermarché ou un entrepôt, on sait où vous êtes, c'est facile de vous trouver et d'aller vous dire si vous ne contribuez pas à ceci, si vous ne payez pas cela, il va vous arriver un certain nombre de choses désagréables. Et donc, les actifs physiques ne sont pas forcément ce qui est le plus facile à gérer dans un pays où l'état de droit peine à s'établir et où la sécurité des biens et des personnes n'est pas tout à fait garantie. Ce raisonnement, je crois que chaque Libanais l'a fait de façon consciente ou inconsciente, en investissant et en surinvestissant, et ça n'est pas simplement depuis la guerre, mais bien avant, dans l'actif qui est peut-être le plus difficile à saisir, c'est-à-dire ce qui se trouve dans votre cerveau, dans l'éducation. Nous savons tous à quel point nos parents ont souhaité que nous fassions de bonnes études, et nous savons, pour tous ceux d'entre nous qui ont des enfants ou des petits-enfants, l'importance que nous attachons à cet actif immatériel essentiel qui est l'éducation. Lorsque on réalise que ce qui est le plus difficile à saisir et le plus difficile à appréhender par la corruption, c'est ce qui se trouve dans la tête, on comprend peut-être un peu mieux qu'il puisse y avoir un biais, ou que l'on puisse souhaiter qu'il y ait un biais pour le Liban à aller vers les technologies de l'information. Parce que c'est un actif immatériel et c'est un actif sur lequel il n'y aura pas de prise, et donc on peut espérer que la société, l'État, dans la façon dont il fonctionne aujourd'hui, n'auront pas trop de prise sur cet actif-là, parce que les sociétés qui investiront au Liban, qui entreprendront au Liban, se sentiront beaucoup plus à l'abri d'une entreprise de prédation dans ce secteur-là que dans un autre secteur. Donc c'est un élément de sécurité, et cet élément de sécurité a pour assise et pour capital l'extraordinaire investissement éducatif que tous les Libanais font pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Donc voilà ce qui nous amène au sujet de notre conférence aujourd'hui, entreprendre dans les technologies de l'information au Liban. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui.
Et je voudrais, après ce bref propos introductif, repasser la parole à nos interlocuteurs en leur posant comme première question, qu'est-ce qui vous a poussé et motivé pour investir dans ce secteur de façon générale? Et ensuite, nous aborderons la question de savoir pourquoi en France, pourquoi au Liban, pourquoi ce croisement. On commence dans le même ordre. Alors là encore, bon, il y a deux facteurs. Quand vous entendez votre père vous dire pratiquement chaque fois qu'on se parle, il faut absolument que vous reveniez au Liban, il faut absolument que vous fassiez quelque chose au Liban, etc. Bon, ça laisse quand même des traces. Et quel était l'événement qui nous a poussé à commencer au Liban? Encore un événement tout à fait accidentel. On avait une collègue libanaise qui avait commencé en 92 au bureau de Paris et qui voulait rentrer au Liban parce que son futur époux y travaillait. Alors on s'est dit, on va essayer de l'accompagner. Elle va continuer le travail qu'elle faisait ici, avec les moyens rudimentaires de l'époque, qui étaient encore des téléphones pas extraordinaires, avec des moyens de communication. Il n'y avait pas l'Internet, il n'y avait pas toutes ces histoires-là, tout se faisait au téléphone. Ça a marché, franchement, pas très bien, parce qu'avec une personne très loin, on en a rajouté 3 autres, la Rafal Atab, pour se dire qu'on a quelque chose là-bas. Et donc, le bureau a continué à vivoter jusqu'en 2003-2004, quand mon petit frère Lies, parce que je suis associé avec tous mes frères, avec mon beau-frère dans la société, a eu une idée essentielle. Il s'est dit, tous ces Libanais qu'on est en train d'enlever du Liban et d'installer en France et ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas les laisser sur place? Parce que, intellectuellement parlant, le niveau est tout à fait équivalent. Et c'est beaucoup mieux que la personne reste chez elle plutôt qu'on l'arrache et qu'elle disparaisse définitivement du pays, parce que le pays est en train de s'appauvrir de plus en plus. On a un code qui fait, le code informatique de toute l'application fait aujourd'hui quelque chose comme 30 millions de lignes. Bon. Ce code-là évolue tous les jours pour s'adapter aux besoins des clients, pour corriger toutes les erreurs, parce qu'elles sont nombreuses, malheureusement, qui sont découvertes par le client, etc., etc. Il fut un temps où on avait un code pour chaque client. Donc, chaque fois qu'il y avait une modification à faire pour un client, il fallait le reporter sur des centaines d'autres postes. C'était un enfer. Alors, mon frère s'est dit, c'est très simple. On va essayer de faire en sorte qu'il y ait juste un seul code. Mais ce code-là, il faut qu'il soit vérifié constamment et régulièrement chaque jour. Parce que le meilleur développeur sur la planète, qui vous dit, voilà 30 millions de lignes de code, je viens de modifier juste ce petit truc, et je peux jurer sur la tête de ma mère que ça n'a rien affecté ailleurs. Vous pouvez être sûr sur la tête de sa mère, de son père, de toute sa famille, que tout a été modifié. Donc il y a ce qu'on appelle régression, c'est-à-dire que si ce code, on l'envoie chez le client, il nous revient dans la figure immédiatement après. Ça, c'est si le client n'entend pas un procès. Donc on s'est dit, on va avoir un seul code commun, mais ce code, on va le tester en continu. Alors bien entendu, on ne peut pas demander à un être humain de tester toutes les applications d'un système, parce que ses yeux finissent très vite par diverger au bout de quelques minutes. Donc on va développer des automates, des procédures automatiques qui vont tester en continu ce code. Et ça a été donc la première activité qu'on a confiée au bureau de Beyrouth. Et là, on est passé de 4 ou 5 personnes à une centaine de personnes entre 2003 et 2005. Et voyant le succès, donc plutôt que, encore une fois, de continuer à vider les universités de là-bas, on a commencé à avoir des relations de long terme avec les meilleures universités locales, donc le ZIB, l'USJ, l'EUB, l'université libanaise, maintenant plus récemment la LAU et d'autres universités. Et là, on s'arrange pour qu'on continue à développer le bureau. Aujourd'hui, nous avons 650 personnes là-bas, donc on doit être compté comme une grosse multinationale dans le pays. La moyenne d'âge est de 28 ans. Alors, elle est élevée pour une raison simple, c'est que je suis compté dedans. Donc, sinon, ça serait encore plus bas. Je suis obligé, j'ai marge au bureau de Beyrouth. Et là, on a maintenant du développement. On a également le suivi des clients de la région, en fait, d'une région qui s'étend depuis la Russie jusqu'à l'Afrique, avec bien entendu le Golfe et le Liban.
Et de ce fait, on a vraiment une activité qui est devenue centrale, et c'est le deuxième bureau par la taille. Sur les 2200 personnes que compte la société Murex aujourd'hui, nous en avons 650 à Beyrouth et 950 à Paris. Donc on est en train de rattraper un tout petit peu le bureau de Paris. Alors ce qui est très bien, c'est effectivement la proximité intellectuelle. Le bureau de Paris et de Beyrouth marche parfaitement la main dans la main. On a énormément de va-et-vient qui vont jusqu'à des mariages d'ailleurs entre les deux bureaux. Enfin ça c'est autre chose. Et donc, on arrive comme ça à maintenir les gens sur place. Mieux, vous avez une quarantaine de personnes qui étaient établies dans nos bureaux de France et des États-Unis et qui ont demandé à rentrer au Liban. Et donc, avec femmes et enfants, c'est beaucoup plus agréable pour eux de gérer leur vie de famille au Liban plutôt qu'ici, où il faut galoper après des nounous, etc. Au Liban, le seul problème qu'ils ont, c'est de gérer les conflits entre la belle famille et la famille pour les enfants. Donc ça va, c'est tout à fait gérable. Alors, c'est ce que je rajouterai tout à l'heure, en fait, parce que c'est vraiment très important. L'informatique, comme disait Michel tout à l'heure, ça échappe au code habituel. Moi, je ne vous raconte pas pendant les élections législatives, les lettres que je reçois d'un tas de gens que je ne connais pas me disant qu'un tel est très bien, un tel est très bien, etc., etc. Il faut absolument le faire travailler. Moi, je ne dis pas de problème. Voilà la procédure, il y a un test écrit. Si ça marche, il y a ensuite des interviews. Et si ça marche, c'est nous qui demandons à la personne de venir. Ah bon, ça fonctionne comme ça chez vous? Oui, ça fonctionne comme ça chez nous. Et donc, du coup, on est totalement isolé du microcosme local. On peut même découper la société et la mettre ailleurs. Elle vit sans problème. Voilà. Dernier mot, parce que je parle beaucoup. Enfin, j'ai ça de mon père, pour ceux d'entre vous qui le connaissez. L'informatique est très importante parce que d'abord, vous voyez comme elle se développe. Et pour le Liban, elle est essentielle. Elle nécessite peu de capitaux, elle nécessite juste ça, et elle est dans de la droite ligne de ce qui a fait la force du Liban depuis déjà 2 siècles. Toute la Nahda a commencé au Liban, dans les pays arabes. Tout ce qu'il y a comme, si vous voulez, publications, films, publicités, chansons, je ne sais plus quoi, ce sont des œuvres de l'esprit. L'informatique n'est que le prolongement, avec les moyens modernes, de cette création de l'esprit dans laquelle on a toujours été très bon dans le pays. Alors, Selim, merci beaucoup, mais tu viens de terminer la conférence. Hein. Oui, non, mais parce que je t'ai demandé de parler des motivations qui t'ont poussé à investir dans le secteur, et tu as répondu aux 2 questions suivantes, qui sont les motifs de la présence en France et au Liban, et les éléments qui t'incitent à accroître ou pas ta présence au Liban. Donc, tu as épuisé complètement le sujet. Donc il reste encore des croissants, c'est bien. Et puis bon, peut-être que Bchara, lui, a quelque chose à dire, et peut-être même qu'il voudra répondre à la première question que j'ai posée. Mais on verra, peut-être que pas. Donc on va essayer quand même. Hein. Mais merci. Salim est très modeste. Mais tu me corrigeras, Salim, si je te fais un peu ta pub. Mais vous savez que Murex est le leader mondial ou un des leaders mondiaux des logiciels pour salle de marché. Oui. Tu peux confirmer ou infirmer cette information? Vous êtes leader mondial ou un des 2-3? Écoute, on est un des plus anciens dans le métier, donc on est depuis 33 ans. D'accord. Et si on existe encore, c'est que ça doit plaire aux clients. Donc, Enfin, dans les salles de marché, on dit le Murex comme on dit le frigidaire dans la cuisine, quoi. Non, c'est important quand même de le savoir et d'être fier de la réussite. Il est très humble. Alors, excuse-moi, tu peux reposer la question. Qu'est-ce qui t'a motivé à investir dans ce secteur? Alors, bien entendu, il y a forcément plusieurs facteurs. Alors, le facteur émotionnel est très important. L'émotion, c'est très important dans la vie, dans le travail. Et moi, j'ai pas mal d'amis corses, par exemple. Les Corses sont ravis quand ils rentrent au pays, quand ils investissent au pays, même s'ils sont depuis le début de leur carrière à Paris, etc. Il y a toujours ça. Et je pense que pour les Libanais, c'est la même chose. Enfin, pour beaucoup de Libanais. Je ne connais pas un Libanais qui n'aime pas aller passer ses vacances au Liban, qui n'a pas encore des attaches, qui est content quand il y est, etc., etc. Et ça, c'est un facteur très important, ce côté, je pense, émotionnel, de se dire, au fond, voilà, si j'ai l'occasion, j'essaye de faire un truc ou j'essaie de faire quelque chose. Alors moi, ça a mis du temps, puisque j'ai commencé il y a 6 ans.
maintenant. EI Technologies existe depuis 11 ans. Et donc je vous ai juste rapidement dit ce qu'on faisait. Alors au fond, en fait, ce qu'on fait, pour être un peu plus spécifique, aider les grandes entreprises à s'adapter à la révolution digitale, c'est un bien grand mot. En fait, on s'intéresse, pour la majorité de ce qu'on fait, à la relation des entreprises avec leurs propres clients. Hein, c'est-à-dire comment une entreprise va mieux vendre, mieux apporter un meilleur service à ses clients, mieux interagir avec eux sur les réseaux sociaux, etc., etc. On a ce qu'on appelle le Customer Relationship Management pour ceux qui connaissent cet acronyme. Alors, et j'étais convaincu au tout début, donc des premières années où j'ai démarré, que ce service rendu aux entreprises nécessitait beaucoup de proximité et ne nécessitait pas forcément un travail à distance. Et puis, chemin faisant, nous sommes en concurrence, pour vous dire, avec les plus grandes entreprises mondiales. Donc les deux plus importantes, c'est Accenture et Capgemini. Et je me suis rendu compte que Accenture et Capgemini, eux, avaient des consultants ou des développeurs en Inde ou à l'île Maurice pour Accenture en langue française, et qu'à un moment, il était devenu vital pour nous de développer ce service, c'est-à-dire d'avoir une partie du travail fait avec un coût inférieur au coût des consultants en France, sachant que ce que tu as dit, c'est que l'informatique, on peut la faire de partout, d'autant plus qu'on travaille sur des technologies dont les serveurs sont aux États-Unis. C'est un peu le Google de l'entreprise. Pour ceux qui savent, Salesforce.com, ça s'appelle. Donc on travaille surtout sur ces technologies. Et elles ne sont de toute façon pas en France. C'est-à-dire les serveurs ne sont pas en France, etc. C'est aux États-Unis. Alors maintenant, ils ont ouvert un data center en France. Donc on était de toute façon à distance, même en étant en France. Donc travailler du Liban ne posait aucun souci. Il suffit d'un écran et puis derrière, on peut travailler sur ces logiciels-là. Et du coup, il y a 6 ans, donc, je me suis dit, où est-ce que je vais faire? Je ne vais pas aller au Maroc ou en Inde ou à l'île Maurice. Moi, le seul, là où je vais aller, c'est au Liban. Et voilà ce qui s'est passé. Donc on a démarré, nous sommes aujourd'hui 450 personnes globalement, 350 en France et 100 à Beyrouth. Donc on a démarré il y a 6 ans avec cette ambition de faire un maximum de travail à distance et de telle manière à être compétitif par rapport à nos concurrents. Voilà. Là j'ai bien répondu. Je pense que lorsque deux éminentes personnes aussi intelligentes que Salim et Bchara éludent un peu une question, c'est que la question n'est pas une bonne question, donc on va passer à une autre question. Ça sera beaucoup plus facile. Oui. La question la plus difficile qu'on m'a posée dans ma vie, Allah yarhama, c'était ma grand-mère dont une des petites filles se trouve là aussi, ma cousine. Donc un jour, elle m'a dit, donc mon petit-fils, qu'est-ce que vous fabriquez au juste dans cette société? Comment lui expliquer? Alors, elle était habituée évidemment aux pièces d'or et aux pièces de choses que maintenant, il n'y a plus de pièces. Maintenant, c'est du papier, puis maintenant, ce n'est plus du papier, maintenant, c'est électronique. Et puis maintenant, il y a des trucs encore plus, conceptuels, sur des trucs électroniques, sur des trucs encore plus électroniques, etc. Je lui ai dit, le computer. Alors, elle m'a dit, et je crois que ça nous a beaucoup aidé, et en fait, je suis sûr que c'est mais voilà, c'est difficile à expliquer. Alors, en 2 mots, parce que c'est quand même... C'est l'âge du silicium, ta grand-mère a compris ça. Voilà, exactement. Exactement. Tu as parfaitement raison, c'est ce que je dis toujours aux jeunes qui rentrent dans la société et à qui je donne le premier cours de formation. En fait, les banques, pour schématiser si vous voulez, ou les institutions financières, leur rôle principal et de tout temps, c'est de prêter et d'emprunter de l'argent et de faire en sorte que l'argent puisse circuler de personnes qui en ont en excès à des personnes qui en ont besoin pour démarrer une activité, pour acheter une maison, etc., etc. Le transfert de ces liquidités est essentiel pour le bon fonctionnement de l'économie. Et les outils qui permettent ce transfert de liquidités, c'est ce qu'on appelle les instruments financiers. Les instruments financiers, comme dans toute industrie qui mûrit avec le temps,
Surtout que maintenant, on a 2,5 milliards d'êtres humains en plus qui sont arrivés il y a une trentaine d'années sur ce marché, qui sont les Indiens et les Chinois, qui ont fait complètement exploser tous ces marchés-là. Ces instruments financiers, il n'y en a pas un seul, il n'y en a pas deux, il y en a des milliers, qui sont chacun adaptés aux différents besoins des personnes. De la même façon qu'un téléphone portable, il n'y en a plus un seul, comme le fer à repasser qui s'appelait Nokia il y a 10 ans. Maintenant, il y a je ne sais combien de téléphones différents. Donc là, les instruments financiers sont de plus en plus compliqués, de plus en plus différents les uns des autres, etc. Il faut donc un logiciel pour gérer tout ça, pour faire tous les calculs, pour faire toutes les transactions. Le nombre d'utilisateurs au total sur les 240 sites fait environ 50 000 personnes. Ça, c'est les utilisateurs officiels. Il y a malheureusement des utilisateurs officieux, parce que les banques, enfin, comme tout le monde d'ailleurs. Bref. Et donc, c'est un métier où il y a une très forte valeur ajoutée. Les transactions, contrairement aux transactions bancaires habituelles, où il y a des milliards, des dizaines de milliards dans la journée de tout petits montants, donc les chèques, les choses comme ça, là, ce sont des transactions interbancaires entre grandes institutions financières, dont le volume est d'environ quelques centaines de milliers à quelques millions dans la journée, mais chacune a des montants nominaux de plusieurs dizaines de millions d'euros ou de dollars. Donc, c'est très gros. Et ça, c'est très important, et je reviendrai sur ça tout à l'heure, sur cette informatique à haute valeur ajoutée. C'est une informatique qui est vraiment adaptée à un pays comme le Liban. Ça permet d'avoir de bons salaires, ça permet de maintenir les gens sur place, parce que si les gens n'ont pas un bon salaire, qu'est-ce qu'ils font? Ils émigrent, comme ils l'ont toujours fait dans le pays. Je reviendrai sur ça tout à l'heure, parce qu'on en avait parlé, tu sais, toute la fiscalité qui va avec la propriété intellectuelle et ainsi de suite. Merci Salim. Je crois que ça permet, le point que tu viens d'introduire permet d'aborder la question du secteur d'informatique qui est divers. L'informatique, ça n'est pas une société, un seul modèle, c'est tout un ensemble. Donc toi, tu représentes l'éditeur, le concepteur du logiciel, et Pshara représente un autre volet du secteur de l'informatique, qui est celui du service. Et je pense que ce serait intéressant que tu nous dises, dans cet autre domaine, qui n'est pas celui de l'édition, l'intérêt de la présence au Liban et de l'investissement au Liban. Oui, alors effectivement, moi, e-technologie, nous sommes dans ce que tu as appelé le conseil et le service. C'est-à-dire nos clients sont de grandes entreprises, nationales ou internationales, CAC 40 ou grandes banques, etc. Et on va travailler pour les aider à mieux interagir avec leurs clients. Donc voilà ce qu'on fait. Et donc quand je dis travailler, ça veut dire les conseiller, changer les process, changer leur marketing, faire évoluer leur marketing, les aider dans toute cette réflexion au départ, et puis après mettre en place les systèmes d'information digitaux. Ça veut dire quoi digitaux? Ça veut dire mobile. Aujourd'hui, un client, vous le savez aussi bien, vous êtes tous clients d'une entreprise. Aujourd'hui, si vous n'avez pas accès par le site internet ou en mobilité à tous les produits, les services de l'entreprise, vous changez d'entreprise, vous ne travaillez plus avec eux, que ce soit dans ce qu'on appelle le B2C, business to consumer, ou dans le B2B, business to business. Dans tous les cas, aujourd'hui, c'est devenu un must de toute cette société de la mobilité, de la connaissance qui envahit finalement les entreprises, et plus une entreprise ne peut survivre sans ça. Alors, partant de là, donc, notre mission, c'est d'aider nos clients au travers de projets. Donc, soit une délégation de personnes qui va chez le client, ils travaillent dans les locaux du client, soit ils vont nous confier des projets. Par exemple, changez-moi mon marketing, faites-moi évoluer mon marketing, faites-moi évoluer mon support client, mon call center, etc. pour le moderniser. Et donc ça peut se faire à distance, puisqu'on va développer donc avec des logiciels et derrière installer, former nos clients à ces nouveaux logiciels. Et donc dans ces projets, on va faire à peu près, disons, moitié-moitié, moitié localement en France et une moitié qui se fait à distance avec l'objectif de réduire les coûts. Ça, c'est un point important, mais ce n'est pas le seul. C'est-à-dire que le premier point qui est important, donc la réduction des coûts pour être compétitif face à des entreprises qui, eux, font appel à l'Inde, comme Capgemini par exemple ou Accenture. Il faut savoir que globalement, ce qu'on arrive à trouver au Liban, c'est un coût, disons, 2,5 fois inférieur au coût français. Hein, à compétences égales,
un ingénieur au Liban, toute charge comprise, le coût va être 2,5 fois inférieur au coût au Liban. Donc c'est quand même très substantiel, en France, pardon. C'est quand même très substantiel et on a la même qualité, hein, puisque comme tu l'as dit, on a de très bonnes universités au Liban, une très bonne qualité d'études, même malgré tout ce qu'on peut raconter, etc. Le niveau reste tout à fait bon. Et bien entendu, ça nécessite de former les gens. On commence par des formations au départ. Toute personne qui vient chez nous fait entre 1 et 3 mois de formation au départ, et puis derrière va commencer à travailler sur des projets. Alors, il n'y a pas que l'aspect coût. Il faut savoir aujourd'hui qu'en Europe, en France en particulier, en Europe et aux États-Unis d'ailleurs, il y a une pénurie de compétences d'ingénieurs et de compétences dans le digital, dans l'informatique. Il y a premièrement une pénurie et deuxièmement, il y a une guerre des talents, c'est-à-dire qu'il y a une compétition très forte pour recruter un certain nombre de personnes en sortie d'école d'ingénieurs ou, voire pire, les entreprises se piquent les consultants les uns les autres en faisant la guerre des prix, en augmentant les salaires de manière très importante. Donc on a ce qu'on appelle un turnover, qui est important en France dans notre domaine. Ça peut aller jusqu'à 30% pour certaines entreprises. C'est-à-dire qu'un salarié sur 3 change de boîte tous les ans. Hein, dans ce qu'on appelle les ESN, c'est assez courant aujourd'hui. Donc vous voyez bien que dans ce cas-là, c'est très difficile de garder la compétence, de garder le savoir-faire, sachant qu'il faut au moins 6 mois pour former quelqu'un. Donc ça, c'est l'autre avantage et l'autre intérêt de travailler avec le Liban, c'est que là, les gens sont plus fidèles. Alors, tu as dévoilé une partie du secret, hein, c'est qu'on a des salaires qui sont intéressants, et donc ils vont être plus fidèles, et la concurrence n'est pas aussi importante. Aujourd'hui, nous sommes par exemple les seuls à faire du Salesforce au Liban. Donc il n'y a pas d'autres entreprises qui vont faire ça, qui vont venir nous débaucher nos consultants. Donc ça, c'est un point très important. Et après, bien entendu, c'est la qualité du management qui va jouer, qui est essentielle pour la fidélisation des ressources. Mais ce qu'on cherche aussi, donc c'est bien sûr le coût, mais aussi la fidélisation des équipes et une capacité à fidéliser les ingénieurs qui est plus importante qu'en France. Enfin, il y a un troisième point, je pense, qu'il faut citer, c'est cette envie, cet esprit, cet état d'esprit qui peut exister au Liban par rapport à l'Europe, par rapport à la France. Dans une entreprise de jeunes, tu parlais de jeunes, aujourd'hui, on est un peu repu en France. C'est-à-dire que les jeunes sont, d'une certaine manière, blasés, tout leur est arrivé, tout est facile, et la société du zapping est quand même très répandue. On n'a pas cette même proportion au Liban auprès des jeunes. On trouve des gens qui sont curieux, qui ont envie d'apprendre, qui sont ambitieux. Donc si on arrive à satisfaire cette ambition, on peut les motiver et les garder longtemps et vraiment faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais il y a un esprit, je dirais, de curiosité, d'intérêt et d'une certaine naïveté qu'on ne trouve plus en France auprès des jeunes et qui fait que l'ambiance, l'investissement par rapport au travail, l'engagement est supérieur à la France. Je dis ça de manière, avec le recul, hein, ça fait 5-6 ans qu'on vit ça. Je ne sais pas, Salim, si tu peux aussi le confirmer, mais en tout cas, pour moi, c'est très net. Donc une énorme, un énorme intérêt à travailler finalement avec ces équipes qui mettent une ambiance dans l'entreprise, et cette ambiance déteint sur les ingénieurs français. Quand les ingénieurs français et les jeunes français vont au Liban, parce qu'on a beaucoup d'échanges, hein, on a en permanence une dizaine de personnes, des Libanais qui sont à Paris ou des Français qui sont à Beyrouth. Quand nos ingénieurs français vont à Beyrouth, ils reviennent transformés. Ils disent « Waouh, l'ambiance, le truc, nous, on devrait faire pareil, pourquoi on est comme ça, pourquoi on ne prend pas la vie de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus... » Voilà. Donc, il y a ce côté qui déteint, je dirais, globalement sur l'entreprise, et ça déteint sur la culture. Et ça devient une entreprise cohérente, globalement,
franco-libanaise. Ce n'est pas une entreprise française qui investit au Liban et qui utilise le Liban comme un sous-traitant. Ça devient une entreprise culturellement unie, commune, cohérente et une seule entreprise. C'est ça, je pense, là aussi, le gros intérêt. Tu l'as dit autrement, mais je pense qu'on vit la même expérience de ce côté-là. Tout à fait. Pour utiliser un anglicisme, c'est un peu ce qui s'appelle le nearshoring plus que le offshoring. Offshoring, par exemple, la sous-traitance en Inde, des équipes que personne ne connaît, qui culturellement sont très différentes, qui sont très bon marché, mais où la rotation, l'attrition dépasse les 40-50%, donc on ne peut pas planifier sur le long terme. Au Liban, on peut planifier sur le long terme. Au Liban, les équipes libanaises sont le prolongement des équipes françaises et vice-versa. Simplement, elles se trouvent à 3000 km l'une de l'autre. Grâce aux moyens modernes maintenant, la plupart des réunions, la plupart des téléconférences, tout ça, ça se fait sur Internet. Internet en payant ce qu'il faut, on a le bon débit. Il coûte simplement 15 fois plus cher qu'en France, au Liban. Ça n'a pas changé, ça fait malheureusement 10 ans, 11 ans que c'est comme ça. Donc là, on a pratiquement, quand on veut éviter les voyages, qu'on essaye d'éviter autant que possible, on a une proximité immédiate grâce aux moyens habituels. En plus, grâce à Internet, on n'a aucune machine au Liban. Pratiquement, les machines se trouvent toutes en France parce qu'on n'a pas assez d'électricité au Liban pour allumer une bougie. Donc, on a les machines se trouvant ici. Les gens peuvent les gérer à partir du Liban et travailler pour l'ensemble de nos clients qui sont dans 75 pays sur la planète, sur les 5 continents. On a même, alors c'est assez amusant parce que les clients aiment de plus en plus aller au Liban. En fait, une fois qu'ils arrivent, on a la plus grande banque d'Afrique du Sud qui est gérée par le bureau de Beyrouth. Elle s'appelle Standard Bank of South Africa. Ils sont venus pour voir est-ce qu'on peut travailler avec le Liban, les questions de sécurité, etc. etc. Alors on les a reçus en leur disant, vous voyez, c'est pas tellement grave. J'avais envie de leur dire, à Johannesburg, quand je sors ma main, on me la coupe de la voiture avec qu'est-ce que tu viens nous raconter ici. Bref, ça leur a tellement plu que maintenant, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Quand ils viennent au Liban, ils sont allés à Baalbek, ils sont revenus avec des t-shirts de Hezbollah, ils ont été au sud, enfin bref, ils sont devenus plus libanais que les Donc les gens aiment bien. Il y a une convivialité dans le pays qui fait que les gens aiment bien et donc ça ne choque personne. Oui, là, je peux confirmer, nous on a eu Lacoste qui est venu récemment, et ils ont adoré, et Louis Vuitton est en ce moment y est. Donc c'est des grandes marques, c'est des grandes entreprises qui viennent et repartent de là ravis. Au début, ils viennent pour vérifier. Et après, quand ils reviennent, ils en redemandent, c'est-à-dire qu'ils commandent plus. Et c'est systématique. Peut-être qu'on peut commencer à se diriger vers le troisième point. Enfin, je pense que personne ne suit le plan, mais moi, j'ai des formations professionnelles qui m'obligent à essayer de faire ça. Donc, qui est d'essayer de savoir... Et parce qu'on est aussi à la Chambre de commerce franco-libanaise, dont l'objet est d'essayer d'accroître les échanges commerciaux entre la France et le Liban et de contribuer évidemment au développement économique du Liban. Donc vient la question, assez naturellement, de savoir qu'est-ce qui peut vous inciter, ou pas, d'ailleurs, quels sont les obstacles à l'accroissement de la présence au Liban. Et sans déflorer le sujet, je pense qu'on va sans doute parler des questions d'infrastructure. Salim vient de dire Internet 15 fois plus cher, par exemple. On va sans doute également parler de fiscalité, puisque entre la France et le Liban, il existe aujourd'hui une convention fiscale à laquelle beaucoup veillent comme sur la prunelle de leurs yeux, parce qu'elle est plus avantageuse à bien des égards que la convention OCDE standard que l'on nous proposera un jour ou l'autre, mais qui n'a pas que des avantages, et Selim va développer ce point-là. Et puis, il y a une question, je dirais, plus triviale, qui consiste à dire pourquoi est-ce que vous continuez à vous enquiquiner avec des salariés, avec des clients, etc., alors que vous auriez pu juste acheter des bons du Trésor et faire la culbute en permanence, parce qu'on est dans un pays un peu de rente étatico-bancaire. Et donc, rester des industriels et poursuivre dans ce domaine-là, c'est quand même un apostolat tout à fait extraordinaire. Selim, peut-être ?
Alors, je reviens toujours à la même grand-mère qui passait son temps. Enfin, c'est important. Ça, Michel, tu as dû entendre ça 10 fois d'elle. Qui passait son temps à nous dire donc, ça veut dire mon petit-fils, oui. Mon petit-fils, personne n'a jamais rien embarqué avec lui dans l'au-delà. Donc, entasser de l'argent pour le plaisir d'entasser de l'argent, je ne sais pas, moi, ça ne, ça ne marche pas. D'ailleurs, l'argent ne reste jamais très longtemps chez moi, je le claque très vite. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de s'en sortir. Parce qu'on peut continuer à se plaindre, on peut se dire c'est la faute à un tel, c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela. On peut se dire c'est la faute à l'environnement. Mais l'environnement n'a pas changé depuis 3500 ans. Ça ne fait rien. Je vais juste, parce que je trouve que c'est quand même très important. Vous voyez comment fonctionne le pays, ou enfin, si on peut appeler ça fonctionner. Eh bien, au Louvre, il y a une tablette, plusieurs tablettes, datant de 3500 ans. 3500 ans, je vous rappelle, c'était l'époque de Akhenaton. Akhenaton, c'est ce pharaon qui a laissé tomber tous les vieux dieux, qui a eu un seul dieu, qui s'est consacré à lui, qui a créé une ville spéciale pour ça. À sa mort, évidemment, tout a été balayé et on est revenu aux anciens dieux. Akhenaton avait hérité de son père de tout ce qu'il y avait comme vassaux dans la région, de tout ce qu'il y avait comme alliance politique, etc., mais il s'en fichait complètement. Et en particulier, donc on a retrouvé dans Akhenaton, donc sa ville qui a été détruite, qui est devenue Tal el-Amarna, les gens ont fait un tas de fouilles et ils ont trouvé un ensemble de correspondances de quelqu'un qui est vraiment, quand vous lisez le truc, pardonnez-moi le terme, un vrai emmerdeur qui s'appelait Ribhadda, qui était le roi de Byblos. Et le roi de Byblos se plaint dans ses lettres en lui disant « Viens m'aider, je suis ton plus fidèle, j'étais le plus fidèle vassal de ton père, viens m'aider parce que le roi de Tyr est en train de me faire des histoires. » Donc, quand il y a 3500 ans, Tyr et Byblos, qui devaient être probablement cousins, mais le roi de Tyr dépendait de la Mésopotamie, le roi de Byblos dépendait de l'Égypte. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais après tout, on fonctionne comme ça depuis 3500 ans, donc c'est pas, bon. Alors, si vous voulez, ça c'est une parenthèse. Donc, on peut continuer à se plaindre et se dire ceci, cela, mais je crois que c'est beaucoup plus facile d'agir derrière. Il y a les gens pour le faire et il y a les avantages. Et il y a des endroits où on a des avantages par rapport à d'autres pays. Vous avez déjà l'intellect, donc tout ce qui est création de l'esprit, l'informatique en est un exemple. Mais on a des avantages compétitifs ailleurs. La gestion de l'eau, la gestion... Donc il y a énormément de choses à faire au Liban. Et je crois que ce n'est pas le but maintenant d'en parler. Donc nous, on se dit tout simplement, ça marche au Liban, ça peut continuer à se développer. Alors, bien entendu, nous, ça va, mais moi, je pense surtout aux jeunes pousses, aux sociétés qui commencent à démarrer au Liban. Et je pense surtout aux problèmes qu'elles ont avec les questions d'électricité, les questions d'Internet, etc., pour qu'elles restent compétitives par rapport à d'autres. Et donc, c'est ça, en fait, les questions principales. La deuxième chose, c'est tout à fait facile de maintenir des gens au Liban, mais il faut que les salaires suivent. Parce que, encore une fois, au Liban, ce qui est un avantage et un inconvénient à la fois, les gens ne sont pas prêts à travailler pour 700 ou 800 $ par mois quand ils ont fait surtout des études. Et donc, ils partent. Par contre, en leur proposant des salaires identiques à ceux de Paris, parce que chez nous, nous avons exactement les mêmes salaires pour les mêmes, les mêmes compétences. Mais là, je crois que vous êtes atypique, hein, juste une parenthèse. Vas-y. Écoute, sinon, je ne me parle pas simplement de sentiments, de choses comme ça, sinon le type te dit bye bye. C'est très simple. Alors, avec ça, on a quand même des gens qui sont attirés par le golf, on paye des trucs absolument mirobolants, parce que les gens qui utilisent nos systèmes ne savent pas les faire fonctionner. Donc, ils débauchent des gens de chez nous en multipliant par 3 ou 4 les salaires. D'accord, enfin, ça j'y peux rien. Mais sinon, c'est logique qu'une personne qui fait le même métier, qui a la même valeur que quelqu'un qui se trouve à Paris, ait dans sa poche à la fin de la journée la même chose. Alors, heureusement, il y a quand même un petit avantage, c'est que les charges salariales sont inexistantes au Liban et les charges patronales sont le quart ou le cinquième de ce qu'elles sont en France. Donc, ce qui fait que c'est quand même plus rentable pour la société. Mais bon, au moins, les gens peuvent vivre sur place et tu as tout l'écosystème qui se met en place à ce moment-là. Les gens achètent une maison, les gens se marient, les gens mettent leurs enfants dans les écoles, etc., etc. Il y a tout l'ensemble qui se met en place avec 650 personnes qui en font vivre un total de plus de 2000 actuellement, avec de l'argent venu de dehors, pas des banques externes, pas de l'argent tenfia, de l'argent que moi j'envoie pour aider ma famille, etc. Non, c'est de l'argent vraiment gagné. Venant d'Afrique du Sud, venant de Russie, venant du Japon, venant de Chine, venant les 70 pays dans lesquels on se trouve. Donc oui, c'est faisable. Maintenant, évidemment, il faut quand même améliorer l'infrastructure.
Et il y a ensuite le volet, si vous voulez, dont je parlerai tout à l'heure, qui est le volet fiscal, qui est une espèce de trompe-l'œil où on a l'impression que c'est bien, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Alors, sur ce débat-là, Salim, si je peux me permettre, tu parlais de salaire net, je pense. Donc, après, charge, et non pas du coût. En poche, une fois qu'elle a payé tout ce qu'il y a comme tapeur. Et non pas du coût salarial d'une personne, du coût complet pour l'entreprise. C'est-à-dire que quand moi je parlais de 2,5 fois, donc ce n'est pas du tout le même indicateur. Lui, il parle de salaire net dans la poche de la personne. Vous savez qu'en France, quand on a 100 dans la poche, à l'entreprise, ça coûte 200, voire 250, ça dépend des cas. Et donc, alors qu'au Liban, ça coûte 120. Donc, je pense que voilà. Donc, c'est important quand même c'est important parce que justement, je reviendrai sur ça tout à l'heure pour un peu l'informatique, ce que l'informatique peut apporter une fois qu'on révise complètement, si on peut, la fiscalité. Okay. Alors, par rapport à ça, dans le service, c'est différent enfin, par rapport à l'édition. Nous, globalement, nos coûts, pour 75-80% de nos coûts, sont des salaires dans le service. Et donc, le fait que l'Internet soit plus cher, ou l'électricité, on doit prendre un moteur, etc., c'est totalement du deuxième ordre dans l'équation. Oui, on paye plus cher, mais ça n'a pas d'impact. Enfin, ce n'est pas un élément de choix, de décision. Les loyers sont inférieurs à Paris. Enfin, voilà, donc globalement, je n'ai pas de sujet d'infrastructure. Et comme tu le dis, on n'a pas besoin d'une puissance très très importante. On travaille à partir du Liban dans le digital, sur le cloud, ce qu'on appelle sur le cloud, de la même manière, avec la même performance qu'on travaille de Paris. Donc on n'est pas du tout handicapé. Tout ce qu'on fait, il y a 100 personnes qui travaillent pour des clients français à distance. Maintenant, je pense que oui, pour des startups qui sont locales ou des entreprises qui localement veulent développer leur informatique en mettant cette informatique dans leurs propres locaux, là, l'équation est totalement différente. Et là, je pense qu'il y a une réflexion à avoir, cette fois-ci, de maturité du digital au Liban. C'est-à-dire qu'au fond, ce qu'on est en train de faire, nous, avec un Lacoste, avec un Louis Vuitton, etc., avec un Engie, avec un Veolia, qui sont nos clients concernés, Heineken, tous ces clients-là, on les sert à partir de Beyrouth. Ce qu'on est en train de faire avec eux, aujourd'hui, les entreprises libanaises locales ne bénéficient pas de cet avantage. C'est-à-dire elles s'échinent à continuer à avoir leur informatique localement. Il n'y a pas encore de maturité pour travailler dans le cloud qui pourrait apporter un avantage énorme aussi bien aux startups qu'aux entreprises utilisatrices. Et donc ça, je pense qu'il y a une réflexion à avoir sur comment, cette fois-ci, les politiques, je sais pas, vont libérer les énergies localement et en interne pour que tout ça passe dans le cloud et qu'on arrête de penser qu'il faut absolument avoir les données chez soi dans ses locaux, alors que les plus grandes entreprises mondiales, aujourd'hui, les mettent ailleurs. Et c'est un débat qu'on a eu en France il y a 10 ans. Et je pense que ça apporterait beaucoup à l'industrie informatique locale, mais au-delà, pas l'industrie informatique, l'industrie tout court, de bénéficier de cet avantage énorme. Et je pense que les gens sont un peu encore pas assez mûrs là-dessus. Un des éléments, je pense qu'on doit, nous, peut-être, c'est évangéliser là-dessus de telle manière à pouvoir demain profiter de cet avantage. C'est intimement lié, encore une fois, à la disponibilité d'Internet, parce que le nuage, tu y as accès par Internet. Si Internet te coûte un œil, déjà, ça va énormément te défavoriser par rapport à d'autres. Oui. Surtout la qualité de l'Internet. Donc, tu as le débit, tu as la qualité, tu as tout cet ensemble-là qui fait que peut-être ce n'est pas encore en train de... Moi, je sais que... je dis Heineken, Louis Vuitton, Lacoste, etc. On les traite tous à partir de Beyrouth, sur Internet, dans le cloud. Il n'y a aucune donnée locale. Donc, alors, évidemment, dans certains cas, ça ne marche pas. Si on prend si on est dans la finance avec des données, enfin énormément de données, etc. Peut-être, dans certains cas, ça ne marche pas. Mais je te garantis que dans 80% des cas, ça peut marcher. Et c'est une question de maturité, c'est une question de volonté politique aussi, de dire, attends, arrêtons d'essayer de tout garder chez nous, de cloisonner, etc.
et d'avoir peur de partager l'information. Enfin, je sais pas. Alors après, il y a des questions, je pense, qui vont au-delà. Hein, au-delà, typiquement dans les banques, dans les assurances. Je vois encore des assurances qui se posent des questions sur non, il faut avoir les données absolument chez nous. Et là, du coup, ils prennent du retard, ils n'ont pas les moyens d'exporter et ils sont englués dans leurs problèmes locaux qui coûtent très cher, du coup, par rapport à des choses qui pourraient coûter moins cher ou ils pourraient se développer énormément. Et tu vois, la question que je me pose, c'est une jeune pousse qui démarre, qui connaît ça, qui sait que ça existe, le nuage, qui sait qu'elle peut déporter, qu'elle peut ceci, qu'elle peut cela. Elle est défavorisée par rapport à une autre qui démarre dans un autre pays, Madagascar, qui est un des pays les plus pauvres de la planète. Internet ne coûte rien du tout là-bas. J'ai un neveu qui a fait dans une ONG, qui a passé 1 an là-bas, qui me dit c'est incroyable, Madagascar qui est le bout du monde, qui est en train de devenir maintenant, parce que son Internet est très bon marché, le centre d'appel de la France, parce qu'ils sont francophones là-bas. Donc nous, je n'ai pas encore compris qu'est-ce qui nous manque pour avoir un Internet amélioré, parce que l'effort débit, tu vas en avoir besoin, surtout si tu continues dans la production intellectuelle, les films, les publicités, la musique, etc. Là, tu as besoin d'un très fort débit, tu ne peux pas te permettre de ce qui existe à l'heure qu'il est. Et à ce moment-là, oui, tu déportes tes données, tu les mets Dieu sait où, etc. Mais on a ce problème de base encore qui fait, et qui n'a pas changé depuis 2008. Je me rappelle, en 2008, j'en avais parlé, j'avais préparé les données parce que j'étais passé sur une émission avec Marcel Ghanem à l'époque sur Kalim Mennes. J'ai revu mes chiffres là parce que je suis allé voir Adel Afiouni, qui est le ministre des Technologies, qui a demandé à me voir là-dessus. J'étais sidéré. C'est toujours un facteur de 15 depuis 2008 jusqu'à 2019. Bon, c'est tout. Je voudrais qu'on aborde peut-être en quelques mots la question de la fiscalité sur laquelle tu voulais venir. Et dans la mesure où nous devons nous arrêter à 10h30, je pense qu'il faudrait laisser la parole à la salle à un moment. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont vouloir vous poser des questions, mais ce serait intéressant qu'il y ait un échange avec la salle. Voilà, donc si on pouvait en 5 minutes traiter de ce point-là et puis ensuite donner la parole à la salle. Écoutez, je vais essayer de résumer parce que c'est malheureusement une longue histoire. Déjà, quelques principes. L'informatique au Liban, ça ne peut être que de l'informatique à haute valeur ajoutée, que ce soit les services, donc pas un service où je rentre des données, etc., que ce soit dans la création de logiciels, dans l'édition de logiciels. Pourquoi de haute valeur ajoutée? C'est très simple. Les gens ont besoin d'avoir une vie normale, sinon ils s'en vont, on l'a dit tout à l'heure. Mais aussi parce qu'il est hors de question qu'on fasse la concurrence à des pays comme l'Inde ou la Chine. Le Liban, chaque année, produit en l'essorant de tous les côtés quelques milliers d'ingénieurs. Là, pendant qu'on est en train de parler, l'Inde en a déjà produit je ne sais combien de centaines de milliers. Donc, évidemment, on ne peut pas, l'Inde en un an produit tout ce que le Liban produira en 2 ou 3 siècles comme ingénieur. Donc, clairement, ça ne peut pas être de l'informatique payée au lance-pierre, ça ne peut être que de l'informatique à très haute valeur ajoutée. Où est-ce que se trouve la valeur ajoutée maximale? Quand moi, Libanais, je suis établi au Liban, j'invente le logiciel merveilleux qui va permettre de faire ceci, cela, et je me mets à le vendre partout sur la planète. Parce que plus je le vends, plus je fais rentrer de l'argent dans le pays. Tandis que quand je suis sous-traitant de quelqu'un, je vais travailler juste en cost plus. C'est-à-dire que voilà, si mes coûts sont 200, je vais peut-être rajouter 20, mais c'est tout. Je ne peux pas aller plus loin en marge parce que la personne qui va me sous-traiter, elle veut garder le plus gros morceau pour elle. Si je suis au Liban et je crée, donc je sors un livre, une chanson, un logiciel, etc., etc., j'ai intérêt à avoir de la propriété intellectuelle au Liban parce que c'est ce qui va faire rentrer le maximum d'argent dans le pays et donc me permettre de payer les gens et garder les gens de valeur dans le pays. Où est le problème? Alors, on me dit, il y a... le premier problème, si vous voulez, c'est la fiscalité déjà des entreprises, où il y a une trentaine d'années, le taux d'imposition était de 50%, personne ne payait d'impôts, très bien. Donc, le gouvernement Hariri I a baissé le taux d'imposition à 10%. Les gens ont commencé à payer des impôts. Quelques années plus tard, le gouvernement Salim Hoss, on passe à 15%. Maintenant, on est à 17%. Donc, cette instabilité fiscale, qui d'ailleurs existe en France et ailleurs, est déjà un premier problème. Alors, ce n'est pas énorme, encore 17%. Et on a même la possibilité de travailler dans une offshore, de faire des offshore. Alors, même si les offshore sont mal vus à l'étranger,
Elles sont parfaitement légales. Nous avons commencé comme offshore. Par définition, une offshore est une société qui travaille au Liban pour des clients exclusivement en dehors du Liban. Et là, on paye 0 impôt. Enfin, $1000, donc 0. Alors, ça, on a commencé comme ça. Et puis, on s'est dit, pourquoi ne pas déplacer la propriété intellectuelle du logiciel qui continue à se développer de la France au Liban? Alors, où est le problème? Je vais essayer de résumer. Je suis libanais. Je fabrique un logiciel que je vends à 100. Si je le vends au Liban, je récupère les 100, j'enlève mes frais qui sont, disons, de 60, je fais 40 de bénéfices sur lesquels je paye 17% d'impôt. Tout le monde est content. Si récupérer une taxe sur le chiffre d'affaires. Et ça, c'est le cas avec pratiquement tous les pays et c'est extrêmement variable. Ça peut être 25% avec l'Allemagne, 33% avec la France, etc., etc. Bon. Alors, l'Irlande, qui avait ça et qui a toujours été pour moi le modèle à suivre, parce que l'Irlande a une histoire ressemblant à la nôtre, et l'Irlande, en 1974, le produit national brut par tête de pipe était le même qu'au Liban. Aujourd'hui, il est 10 fois plus élevé, n'est-ce pas? L'Irlande a misé à fond sur les technologies et a négocié des accords de non-double imposition pour faire tomber ces barrières sur la propriété intellectuelle, ce que les Américains appellent le withholding tax. D'accord? Et qui est tombé à 0% avec pratiquement tout le monde, 5% pour le maximum. Et c'est pour ça que l'Irlande est aujourd'hui l'un des centres principaux dans toute l'Europe pour toute l'informatique. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, on a les offshore, mais elles ne servent pas à grand-chose si jamais on veut développer du logiciel au Liban. Alors vous allez me dire pourquoi on ne négocie pas avec la France. Alors, j'ai fait la bêtise de me lancer là-dedans à l'époque. J'en avais parlé à Rafiq Hariri, j'en avais parlé à, comment il s'appelle, Bassel Flayhan, enfin Allah Yarhamoun, j'en avais parlé à Sanyora, on en a parlé à un tas de gens. Et on s'était dit, Chirac était à l'époque au pouvoir, Chirac, dans la ligne de Gaulle, qui avait fait entre autres cette convention fiscale pour aider le Liban, va peut-être nous accorder ça. Et si la France nous accorde ça, ensuite, évidemment, la France étant un pays principal de l'Union européenne, le reste de l'Union européenne suit. Sur ces entrefaites, alors j'ai commencé à voir des gens au Trésor français, on a commencé à en discuter parce qu'à l'époque j'avais un ami de classe qui est maintenant le gouverneur de la Banque de France qui s'appelle François Villeroy, qui m'avait trouvé ce qu'il fallait comme personne à l'époque et j'étais allé les voir. Et puis patatras, 9/11, et puis c'est fini. Alors de 9/11 à l'assassinat de Hariri, etc., tout est tombé à l'eau. Chirac est parti, etc. En 2010, c'est revenu sur le tapis, je me suis relancé là-dedans, et là, on m'a dit, les Français m'ont dit, ah ben c'est très simple, on peut vous accorder ça, mais on veut revoir toute la convention fiscale. N'oubliez pas, la France, comme la plupart des États, sont des États faillis, ils ont besoin d'argent, donc ils vont aller le chercher là où ils peuvent. Et là, ils voulaient renégocier l'intégralité, or, elle est très avantageuse pour ceux d'entre vous qui l'avaient déjà pratiquée, pour les gens qui ont la double résidence. Pour les droits de succession, pour tous ces trucs-là, etc. Et donc, les Libanais m'ont dit, écoute, devine quoi, tu vas jouer ailleurs et on laisse tomber toute cette histoire. Alors qu'on aurait pu glisser ce truc-là. Mais enfin bon, les occasions perdues sont malheureusement nombreuses là-dedans. Ça, c'est très important. C'est ce que l'Irlande a fait. Je n'invente rien. Moi, j'ai regardé, en fait, c'est mon frère Jean-Gabriel qui avait fait l'étude en 99, justement, qu'on était allé présenter à Hariri, de tout ce que l'Irlande avait fait pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vraiment un pays très facile à suivre. Tout ce qu'ils ont fait, on peut le faire, et sinon en mieux. Ils ont en plus les mêmes embouteillages que nous, donc il y a vraiment... Chara, tu voudrais évoquer ce point? Oui, alors, voilà, on fait deux métiers qui nécessitent les mêmes compétences, mais qui sont différents. Moi, je suis dans le service, Salim est dans l'édition de logiciels. Donc moi, je n'ai pas de sujet de propriété intellectuelle parce que tout ce qu'on fait appartient à nos clients, en fait. Et donc, nous, on leur facture notre temps. Et donc, du coup, je n'ai pas ce sujet de propriété. Et donc, par rapport au service, là, le Liban est très adapté, effectivement, puisque le taux d'impôt avec les offshore, c'est quasiment zéro. Même si on a une société, même si la société est localement au Liban et travaille localement, c'est inférieur au taux d'imposition qu'on a en France. Et donc l'équation est tout à fait intéressante et je pense que pour le service par contre, vu la qualité des ingénieurs, mais le service, comme tu l'as bien dit, a très haute valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'aller... L'Inde produit 700 000 ingénieurs par an, juste pour info.
La France produit 20 000 ingénieurs par an. Autre sujet, c'est pour que la France réagisse, parce que là, il y a un gros problème. Donc voilà, donc on a une vraie opportunité pour les entreprises françaises pour aller investir dans des entreprises libanaises et leur envoyer du travail, leur sous-traiter du service. L'Inde s'est développée sur ce concept-là, mais sur la tranche à haute valeur ajoutée, je pense qu'on a une carte à jouer, on a des choses à faire. Ça, c'est vrai pour toutes les œuvres de l'esprit. Moi, je me rappelle à l'époque, je crois que ça s'appelait Fouad Debes, qui avait fait un livre, Beyrouth, notre mémoire. Donc, évidemment, la propriété intellectuelle était au Liban. Et il est tombé sur les fesses quand il a vu que toutes les ventes en France étaient ponctionnées de 33,33%, qui est le taux de retenue à la source en France. Bon, alors c'était peut-être mineur dans les années 60. Ce n'était pas le Liban qui allait gêner la France dans la production intellectuelle de quoi que ce soit. Et donc, le truc était passé à la trappe. C'est amusant, quand je regarde la Convention, elle est magnifique partout et spécifiquement mauvaise pour toute la propriété intellectuelle. Voilà. Donc, et ça, encore une fois, ça existe entre tous les pays, ce truc-là. Je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas. Déjà, la notion d'imposition, pour moi, est un truc qui est... enfin bon. Et l'Irlande a renégocié avec tout le monde à l'époque, à commencer par les États-Unis, dont l'Irlande est un peu une sorte d'Israël. N'oubliez pas que les Américains sont, je ne sais pas combien % irlandais, et donc ils ont immédiatement accordé, le reste des pays a suivi. On aurait pu faire ça avec la France, mais malheureusement, je n'ai pas eu de chance. En fait, je ne m'y suis pas bien pris à l'époque. Ben, je vous propose, si vous avez des questions, que l'on vous passe le micro. Parce que le temps court. Est-ce qu'on peut vraiment trouver des ingénieurs qualifiés pour la haute valeur ajoutée en nombre suffisant pour que cette industrie devienne vraiment un levier de croissance au Liban? Alors, en nombre suffisant, rassurez-vous, personne n'a des nombres suffisants. Les Américains, par exemple, sucent la moelle épinière de toute la planète chez eux parce qu'ils n'arrivent pas à trouver, et avec ça, ils n'ont pas encore ce qu'ils veulent. Les informaticiens, moi j'ai toujours tendance à dire que même s'il y a un martien qui débarque, qui a 3 doigts dans chaque main, qui a juste un œil ici, mais qui a envie de programmer, on le prend sans discuter. Alors, ce qu'on peut faire par contre, c'est améliorer l'existant, c'est-à-dire trouver un partenariat auquel on est en train de réfléchir chez nous déjà à Murex, avec les grandes universités locales, pour qu'elles réorientent les étudiants, au lieu de faire tout le temps le génie civil, le génie je ne sais plus quoi, etc., qu'elles les réorientent vers une informatique, mais attention, pas l'informatique un peu traditionnellement enseignée dans les universités, qui est une informatique un peu à l'ancienne, comment ça s'appelle, de Hardage, de héros qui travaille sur sa machine seul. C'est toutes les nouvelles techniques maintenant qui sont en train de se développer d'informatique collaborative, où justement avec peu de gens valables, on arrive à les faire fonctionner tous ensemble de façon à produire mieux et plus vite. Et c'est sur ça qu'on est en train de travailler maintenant, et en particulier avec l'EUB et l'USJ. Mais c'est vraiment là où il faut travailler, parce que de toute façon, les personnes n'existent pas. Il y en a pas, enfin, il y en a très peu, c'est un petit pays. Donc, est-ce qu'on peut améliorer ce qui existe et aller plus et réorienter dans le sens de ceux dont les sociétés ont besoin aujourd'hui? C'est surtout sur ça qu'il faut travailler. Orienté sur le Middle-East. Le Middle-East est extrêmement consommateur en termes de projets informatiques. Il y a des projets colossaux et des gros investissements qui sont en ce moment. Et je pense que le Liban peut être une plateforme fantastique parce que les Libanais sont très bien formés, parlent plusieurs langues, dont l'arabe, sont bien situés géographiquement pour voyager dans le Middle East et donc apporter cette spécialisation à valeur ajoutée, créer un hub spécialiste à valeur ajoutée pour le Middle East. Qu'en pensez-vous? En fait, pour répondre à la deuxième question, c'est l'un des axes de croissance de notre société au Liban. En fait, tous les clients qu'on a à Oman, à Dubaï, en Arabie, etc., sont gérés à partir du Liban. Que ce soit pour la vente, que ce soit pour l'installation, ou que ce soit pour le service continu, ensuite derrière. Donc là, la question est réglée déjà depuis longtemps. Et à ces clients-là, qui constituent environ 5% de notre chiffre d'affaires, donc le Golfe, on a rajouté les clients qui sont pas très loin.
Russie, Ukraine, Turquie, Égypte, jusqu'à l'Afrique du Sud. Donc c'est effectivement, ça c'est déjà fait. Pour le centre informatique de données, écoutez, moi je crois que ce que je vois, je ne savais pas que ça existait. Effectivement, il faut que... On parlait de projet. Hein. De projet, oui, j'en ai pas entendu parler. Mais... Écoute, moi je ne sais pas non plus, mais j'ai un avis sur la question. Quand on regarde en France, la France elle-même n'a pas réussi à faire des clouds locaux. Donc j'espère que le Liban ne va pas se lancer dans cette aventure qui est vouée à l'échec de toute façon, à mon avis. Et donc on a plutôt intérêt à ouvrir nos esprits, à profiter de ce qui existe, qui est déjà professionnel, sécurisé, tu le sais très bien Marcel, à l'étranger, et que quelque part ça permettrait d'éviter de perdre du temps et de l'argent. Ma question est simple. J'aimerais savoir exactement c'est quoi l'initiative que vous pouvez faire pour nous les jeunes entrepreneurs et c'est quoi exactement nous les jeunes entrepreneurs on peut faire comme acteurs de ce changement avec vous pour améliorer le business entre la France et aussi le Liban. Merci beaucoup. Élise Moussa, je suis américaine-libanaise et je suis arrivée en France parce que je n'ai pas pu lancer la finance technologie au Liban. Moi je pense que c'est par le partage et l'échange. Donc c'est l'occasion de ce type, à mon avis, de réunion et une prise de conscience que oui, il y a des sociétés qui ont de l'expérience, qui se sont installées au Liban, et pourquoi pas vous faire profiter par de l'échange, etc. Ce genre de choses. Moi, ma porte est ouverte. Je pense Salim pareil. Donc venez nous voir, prenez rendez-vous, on peut discuter. Et on peut peut-être vous faire partager notre expérience. Maintenant, à une échelle plus large, je pense qu'il y a la prise de conscience globale dont a parlé Salim, qui, elle, est nécessaire pour faire bouger les choses. Échange de cartes pendant la pause tout à l'heure. Voilà. Gabriel dit qu'on ne remercie pas, voilà, parce qu'il ne faut pas remercier. Voilà. On était dans le même autocar scolaire avec Diane. Voilà. En fait, la question, vous avez mentionné, enfin, illustré extrêmement bien les deux secteurs, donc le CRM et tout ce qui est place de marché. Comment analyser les d'autres domaines qui seraient pertinents pour le Liban dans ces secteurs-là? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire avec la Chambre de commerce, éventuellement avec l'initiative d'Antoine, de Marcel, donc de travailler sur quels sont les secteurs potentiels où il serait intéressant, malgré le shortage en fait, d'ingénieurs au Liban? Alors, Youmna Malek, c'est juste potentiel de jeunes, le coût des études. Tout est très cher. Il n'y a plus de questions. En fait, moi je crois c'est étudier plus en détail ce qui s'est passé en Irlande. Je crois que ça donnera beaucoup d'idées parce que vraiment, ça ressemble énormément. Qu'est-ce que les Irlandais ont fait au niveau des télécommunications? Qu'est-ce que les Irlandais ont fait au niveau de l'informatique? Et qu'est-ce que les Irlandais ont fait au niveau des domaines dans lesquels ils pouvaient apporter une valeur ajoutée? Ils avaient un avantage compétitif. La biotechnologie, le tourisme. Vous vous rendez compte, l'Irlande, ce qu'elle a fait avec le tourisme? Franchement, l'Irlande, c'est plat comme ça et il n'y a que du vert partout. Pourquoi nous ne pouvons pas améliorer ce que nous avons là-dessus? Nous avons cette ressource qui est l'eau. Nous avons, si vous voulez, la biotechnologie, qui est une chose qui peut facilement se développer au Liban. Ça n'a pas besoin de capitaux énormes. Donc je crois qu'il faut faire en fait une étude beaucoup plus détaillée, ne pas se concentrer uniquement sur l'informatique. L'informatique, on peut vous en parler parce qu'on est tombé dedans, Pchara et moi, et qu'on a réussi à commencer dehors et on est en train de développer au Liban. Donc c'est vraiment relativement restreint comme truc. Mais sur place, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme planification à long terme pour essayer de transformer le pays comme l'Irlande a été transformée? Franchement, je vous raconte peu de choses. C'est simplement en regardant ce qui s'est fait que toutes ces idées sont venues, parce que ça a marché avec eux. Alors, moi, ce que je peux dire par rapport aux idées sectorielles, je pense qu'il y a une autre alternative, c'est de dire, au fond, il y a quelque part dans la communauté libanaise à l'étranger, franco-libanaise ou autre libanaise, des entrepreneurs, des investisseurs. Et la vraie question, c'est comment les convaincre quand, au lieu d'investir
lorsqu'ils font de l'offshore ou du nearshore en Inde ou dans d'autres pays d'Afrique du Nord, comment investir au Liban. Et ça pourrait peut-être déclencher une prise de conscience parler des exemples qui ont réussi à ces gens-là et peut-être les encourager à nous imiter d'une certaine manière. C'est peut-être une façon d'avancer plutôt que sectorielle. Théoriquement, c'est le mot de conclusion, mais j'ai quand même une demande particulière de notre ami, son Excellence, l'ambassadeur, donc il va dire un mot. Merci. Juste un petit mot d'abord pour vous remercier et féliciter la Chambre de commerce, parce qu'il le faut. Et puis, monsieur Eddé, pour vous rappeler que l'État libanais existe, que l'État libanais est en train de changer, que l'État libanais a les capacités pour accompagner. Il est devant vous. C'est pas Dieu, mais il est devant vous. L'État libanais existe. C'est trop facile de balayer l'État libanais. Le fait qu'il ait été balayé pendant si longtemps a peut-être conduit à la situation que vous déplorez et que nous déplorons. Et que peut-être le temps est venu pour le secteur privé de faire confiance dans le secteur public, sachant que le temps du secteur public qui fait confiance au secteur privé est revenu au Liban. Donc c'est main dans la main que nous allons avancer, c'est main dans la main que nous allons pouvoir répondre à toutes vos attentes et aux attentes des jeunes. C'est main dans la main, peut-être, que la convention fiscale pourra être mieux revue. C'est peut-être parce que vous n'avez pas confiance dans le temps, dans l'État libanais, que vos propositions pour faire évoluer la convention fiscale n'ont pas abouti. Je vous donne juste un petit exemple parce que vous l'avez cité tout à l'heure. Je voulais juste intervenir pour vous dire que nous existons et nous sommes très fiers d'exister. J'espère que vous aurez désormais la fierté de nous voir exister. Merci beaucoup, monsieur Eddé. Je dois être l'un des seuls ici à n'avoir que la nationalité libanaise, parmi vous tous. Alors on est deux. Donc moi je ne demande pas mieux. Mais je vous dis, parce que et moi, je peux vous citer toute une chose. Bon. Je ne demande pas mieux. Chers amis, d'abord, un immense, immense, immense remerciement à vous trois. À vous trois, pas seulement à Selim Ebshara, mais aussi à Maître Michel Ferrand. On aurait pu tenir évidemment une demi-heure supplémentaire sans problème, mais malheureusement j'ai une assemblée générale qu'on va reporter à 11h05 pour qu'on puisse avoir un peu de time de networking. Vraiment merci beaucoup. Quand on l'a préparé ensemble, je savais que ça allait être très riche, mais ça dépasse mes pensées. Michel, tu as fait tous tes efforts pour essayer de les structurer, ça n'a pas marché. Ce qui prouve que les ingénieurs, contrairement à ce qu'on croit, ne sont pas aussi rationnels et structurés qu'on le pense. Ah, c'est le côté libanais, d'accord. Fût-il deux polytechniciens quand même, hein. On a quand même cherché l'école d'excellence. En tout cas, merci beaucoup. Dans les réponses sur ce qu'on doit et peut faire, ça va être le thème d'une de nos prochaines conférences qu'on va co-organiser. Alors j'ai coupé la parole à Dominique Brunin, donc je ne lui ai pas donné la parole, de la Chambre de commerce franco-arabe. On va essayer d'organiser effectivement un débat sur le rapport McKinsey, c'est-à-dire comment l'État libanais et comment le Liban doit-il se positionner stratégiquement pour pouvoir aborder les années à venir. Donc tu as fait beaucoup d'allusions effectivement au modèle irlandais, qui est un modèle stratégique. Donc effectivement, stratégiquement, comment doit-on se positionner? Ce sera le thème d'un de nos prochains petits déjeuners. Je suis content que ce soit terminé sur un débat, puisque petit déjeuner, débat, ça veut dire qu'on n'est pas toujours d'accord. Donc c'est très bien. Quand même, ça c'est aussi notre bout de sang français, parce que nous en avons un petit peu, même s'il ne... parce qu'il coule dans nos veines, même si on n'a pas de sang libanais, de sang français, pardon, c'est ce que disait Romain Gary. Donc effectivement, on aime bien les débats aussi. Merci infiniment. Je vous propose de prendre 25 minutes de pause. Ceux qui sont adhérents, ou ceux qui ont envie de devenir adhérents, je peux recevoir vos chèques. À partir de 11h05, l'Assemblée Générale pour 55 minutes. Merci.